Bonjour, je m'appelle Saliou Ngom, je suis sociologue et politiste. Je suis titulaire d'un doctorat de sciences politiques, option sociologie politique de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et je suis chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire au laboratoire d'anthropologie culturelle. Alors, je travaille sur des questions qui sont liées à la laïcité, qui sont liées aux droits des femmes, aux droits humains et aux mouvements sociaux globalement dans le contexte sénégalais et africain plus globalement. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis maintenant 30 ans, disons, depuis les années 90, avec l'émergence de beaucoup d'organisations féministes comme le COSEF, comme l'AJS, comme le COFDEF ou le caucus des femmes leaders qui portent un certain nombre de revendications très diverses avec des organisations qui ont des orientations parfois très différentes. Mais je pense que dans le public comme dans le privé, il y a eu, comme l'illustrent bien les évolutions dans le code de la famille, beaucoup de progrès justement dans les droits des femmes. Alors, oui, juridiquement, il y a un certain nombre d'évolutions, mais il y a aussi un certain nombre de contraintes ou de limites à ces évolutions, notamment dans leur effectivité. Alors vous constaterez par exemple qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le code de la famille du Sénégal, mais que ces évolutions ont quand même beaucoup de mal à être effectives dans l'organisation des rapports sociaux de sexe au sein de notre société. Par exemple, en réalité, le combat pour les droits des femmes est un combat certes juridique pour un certain nombre de progrès dans les institutions, dans la législation, mais c'est surtout un combat plutôt social de transformation des rapports sociaux de sexe dans notre société. Parce que n'importe quelle évolution, justement, peut être acquise, mais si ces évolutions ne se traduisent pas concrètement dans l'organisation de nos rapports sociaux, les changements ne sont pas, ces changements ne sont pas très déterminants. Prenez l'exemple, par exemple, de la loi sur la parité. En réalité, la loi sur la parité est un progrès très important dans la condition politique des femmes et dans les rapports entre les hommes et les femmes dans l'espace politique. Mais qu'il y a un certain nombre de limites aussi dans cette féminisation. Parce qu'en réalité, au sens ou dans un point de vue numérique, il y a une transformation, il y a des changements et donc une féminisation de l'élite politique, dans le recrutement des élites politiques, effectivement, et dans les partis. Mais cela n'occasionne pas ou ne conduit pas forcément à une transformation des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes dans l'espace politique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a toujours dans l'espace politique sénégalais une organisation des rôles ou une division du travail politique entre les hommes qui conduit toujours les femmes ou qui confine les femmes dans des rôles plus sociaux ou plutôt dans la mobilisation, dans l'animation, dans les partis politiques. Et ça, c'est pas une loi qui va transformer cette division du travail politique. Je pense qu'il faut un travail plus approfondi, un travail plus de sensibilisation, mais aussi un travail qui passe par l'éducation dès le très bas âge, qu'il y ait justement une éducation dès l'élémentaire, dès le primaire, qui soit sensible à cette égalité entre les hommes et les femmes. Il y a la question disons, de l'organisation
très inégalitaire de notre société, parfois aussi, ou de ce qu'on appelle les coutumes. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que il faut considérer que l'islam ou les religions révélées, le christianisme, nos traditions sont exclusivement des facteurs d'exclusion des femmes, que ce soit dans l'espace public ou tout simplement des facteurs qui engendrent ou qui occasionnent des inégalités entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il faut aller au-delà. Si on fait cette division-là, cela conduirait à penser qu'il y a une forme d'analyse séquentielle qui donnerait, en tout cas qui se résumerait à penser que finalement il y a un certain nombre de politiques d'empowerment qui sont impulsées par des organisations internationales. Il y a des lois sur la parité ou des évolutions dans le code de la famille qui sont des facteurs d'inclusion. Et de l'autre côté, il y a l'islam, il y a les traditions qui seraient des facteurs d'exclusion. Je pense que la situation, elle est beaucoup plus complexe que ça. Autant il y a des facteurs d'inclusion dans, par exemple, ces lois émancipatrices. Ces lois émancipatrices peuvent aussi être des facteurs d'exclusion. Et c'est vice-versa aussi pour ce qui est de ce qu'on considère habituellement comme des facteurs ou des obstacles à l'émancipation des femmes ou des facteurs d'exclusion globalement. Alors, tout cela m'amène à penser que finalement, l'évolution de la condition sociale ou politique des femmes ne peut pas être analysée, lue à travers un paradigme linéaire qui résumerait cette condition au fait que nous sommes dans une phase où les femmes gagnent plus de droits, ont plus de droits sociaux et politiques, et donc on est une société qui se modernise. Je pense que ce processus en tant que tel est un processus dynamique qui est fait de recul, de stagnation, mais aussi d'un certain nombre d'évolutions qui se traduisent aussi dans l'espace politique, dans le privé ou dans les relations de travail. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très complexe qu'il faut analyser dans sa globalité et non pas dans un paradigme clivant entre des facteurs d'exclusion qu'on connaît d'habitude et des facteurs d'exclusion dans lesquels on met souvent la religion ou les traditions. Donc voilà, globalement. L'un des défis majeurs auxquels justement le mouvement féministe ou les organisations de femmes sont aujourd'hui confrontées, c'est le défi de l'autonomisation. En réalité, je pense que la plupart de ces organisations sont soumises à justement l'accès au financement. Et donc, ça contribue à affaiblir justement leur action et donc leur autonomie. Parce que finalement, quand vous êtes dépendant de l'accès au financement, je pense que c'est quelque chose qui ne concerne pas que les organisations féministes, mais aussi le mouvement social de manière plus globale. Je pense que quelqu'un ou une organisation qui est soumise à cette donne finalement, le fait de dépendre d'un financement extérieur de bailleurs internationaux, cela peut contribuer à affaiblir la dynamique de l'organisation dans le sens où il n'y a pas assez de marge de manœuvre, de liberté des acteurs pour orienter justement les questions qui intéressent ou les questions qui sont les plus déterminantes. Mais la dynamique de l'organisation peut éventuellement être dictée par des logiques internationales qui, elles aussi, ces logiques, ont leurs préoccupations. Et donc, c'est surtout d'ailleurs un problème de démocratie, finalement. Parce que s'intéresser à ce qui préoccupe les femmes dans le contexte local, c'est cela un mécanisme démocratique. Par
Par contre, si ces mécanismes ou ces préoccupations locales ne bénéficient pas de financement, alors ces préoccupations peuvent être délaissées au profit d'autres préoccupations qui, elles, sont beaucoup plus pourvoyeuses ou en tout cas plus à même de bénéficier de financement extérieur. Alors je le dis pour les organisations féministes, mais cela est aussi valable pour les organisations des droits humains, pour les mouvements sociaux dans leur globalité. Voilà.